Et on va passer à CFM pour la restitution. Je vous laisse ma place. Alors, pour vous expliquer un petit peu le reste de la journée, on passe à la dernière session, qui est celle des restitutions. Puisqu'on a débordé, c'était tellement intéressant, on n'a pas fait la pause, on va terminer avec la pause. Et donc on va passer à cette session restitution. Je vais laisser ça. Salam alaikum, bonjour à tous. Je vais inviter Sehim Dazour, Sine Sabdin Germani, les différentes personnes qui ont pu animer les panels. Donc, Madame Nadia pour le panel 2, c'est Mohamed Kali pour le panel 1, c'est Tafhida et Madame Ilham pour le panel 4, et puis c'est Wassim pour le panel 3. Donc notre animatrice, Madame Président Bouskri, avait un petit impératif logistique ce matin. Merci à tous, on est nombreux. C'est à l'image du travail fourni pour préparer. Merci. Donc je vous disais, on est nombreux un petit peu devant vous parce que le travail fourni était important et plusieurs personnes ont participé dans ces travaux-là. On est en train d'animer la session, la dernière session, donc la session de conclusion de ces travaux d'un jour et demi. On va commencer d'abord par une présentation par Sehim Dazour de l'analyse qui a été faite de la vision 2030, Maroc 2030, donc Maroc et 2030. C'est un travail conséquent de plusieurs dizaines d'heures qui a été fait tout au long des semaines précédentes. Sehim va nous le présenter, évidemment de façon synthétique, donc on ne sera pas exhaustif. Mais comme pour la restitution des panels, on va être dans l'échantillonnage, dans la mise en valeur des éléments majeurs, et un travail de formalisation et de publication ultérieure au Mumkin Days aura lieu. Donc on vous invitera après à suivre nos publications. Il y aura forcément 2 publications de fait, une sur la partie vision Maroc 2030 et une sur l'ensemble des travaux des journées et nuits bien riches depuis hier matin. Sehim Dazour, je vous donne la parole. J'essaie de parler un petit peu vite pour qu'on tienne le timing. Merci pour votre compréhension. Merci beaucoup, Haïta. Merci aux présents, à notre chère audience. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'on a produit un livre blanc, Mumkin, le premier livre blanc, Réussir Maroc il y a 2030. Ce livre blanc est accessible à travers la plateforme de Mumkin, en tout cas le site de Mumkin, www.mumkin.com. Vous allez trouver un bouton, vous allez pouvoir ouvrir et lire ce livre blanc. Ce livre blanc a pour objectif de répondre à cette question très simple. Quelle place le Maroc souhaite-t-il occuper dans la révolution mondiale de l'intelligence artificielle? Donc, on essaie de comprendre déjà ce que c'est l'intelligence artificielle, pourquoi il y a cet engouement, quelles sont les différentes intelligences artificielles qu'on trouve, comment le Maroc a commencé à répondre à cette problématique-là, comment il va se positionner il veut se positionner sur l'espace international et qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il doit rectifier. La présentation fait 22 slides, donc je ne vais pas bien évidemment vous énoncer toutes les slides. Je vais m'arrêter uniquement sur les plus intéressants pour aller rapidement. Donc c'est une étude collective effectivement qui s'est basée sur une analyse documentaire des données nationales de contribution des MRE, mais également une analyse comparative de plusieurs benchmarks internationaux. Bien évidemment, on a des expériences experts aujourd'hui de l'IA. L'IA a commencé en 1950 avec l'IA symbolique pour arriver aujourd'hui à ce qu'on connaît, l'IA générative et agentique, mais ça se développe encore. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à la recherche fondamentale et aller voir ce qui se passe sur les world models qui vont vraiment commencer à comprendre la structure physique d'un phénomène au lieu de générer juste le next world comme ce que font les LLM et les transformers. Bien évidemment, vous connaissez, on a discuté, l'IA n'est plus une technologie, c'est devenu une infrastructure de puissance et il faut se positionner par rapport à ça. Énormément d'opportunités pour le Maroc, bien évidemment. Question d'opportunités économiques, souveraineté numérique,
donc énormément d'opportunités qui sont intéressantes pour le Maroc. 6 modèles internationaux à suivre et 6 leçons à prendre en comparant le Maroc avec l'international. Vous avez le modèle des États-Unis basé essentiellement sur l'innovation privée et l'écosystème de capital risque. Bien sûr, il y a une concentration externe des acteurs, mais les leçons que peut apporter le Maroc à travers ça, c'est stimuler l'entrepreneuriat technologique. La Chine, elle, se base sur une vision long terme avec des données massives et un interventionnisme de l'État qui finance. Bien évidemment, pour nous, il faut qu'on apprenne de ça pour aligner l'État, la recherche et l'industrie sur cette approche. L'Europe, plutôt, il adopte un cadre éthique, l'intelligence de confiance. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dépendance externe des technologies, parce que vous savez tous, l'Europe n'est pas très avancée vis-à-vis, par exemple, des États-Unis en termes de production d'IA. Mais voilà, et pour le Maroc, ce qu'on doit apprendre de ce modèle, c'est développer une IA raisonnable et éthique, bien évidemment. Les pays du Golfe investissent énormément, donc essaient de faire une attraction de talents à travers, bien évidemment, de très grands salaires. Par contre, ils ont un marché limité, donc pour nous, l'objectif, ou ce qu'on doit apprendre, c'est penser à comment accélérer l'exécution du financement. Le financement reste un des cœurs, bien évidemment, de cette industrie. Singapour et Rwanda. Singapour, une agilité institutionnelle énorme. Rwanda, et c'est peut-être un cas très, très proche du Maroc, c'est la spécialisation africaine subie. La discussion qu'on a eue hier, est-ce qu'on va produire une IA souveraine ou pas, est-ce que ça vaut le coup? Bien évidemment, non. Notre recommandation, c'est plutôt produire de la spécificité, commencer par ce dont on a besoin pour avancer, puisque les ressources sont limitées aujourd'hui, on chiffre à des milliards, et bien évidemment au niveau de calcul, mais au niveau des ressources humaines, au niveau du temps aussi, à des milliards d'euros pour produire une IA générative, indépendante des souverains. Là où on a identifié un vrai problème, c'est la dynamique scientifique. Une dynamique scientifique, bien évidemment, elle est très positive, elle est positive, bien que il faut aussi comprendre qu'on dépense, l'État marocain dépense uniquement 0,8% du PIB sur la R&D par rapport aux pays de l'OCDE qui dépensent 2%. C'est très bas. On a aujourd'hui en chiffres, en général, des publications, 2000 publications IA. Le problème majeur de ces publications, c'est qu'elles sont bloquées à ce qu'on appelle la vallée de la mort, qui est celle du TRL, Technology Readiness Levels. Donc si on veut passer de la recherche à la technologie, il faut qu'on passe par toutes ces étapes-là. Nous, la majorité des chercheurs, bien sûr, on a l'occasion la chance d'être à l'IER qui est beaucoup plus avancé sur ce sujet, mais la connexion entre les chercheurs et l'industriel, c'est un vrai problème. On est toujours bloqué. Le chercheur aujourd'hui a pour objectif de publier essentiellement. Il ne voit pas l'objectif d'industrialiser nécessairement sa solution. L'objectif ou l'opportunité pour le Maroc, c'est essayer de dépasser cette vallée de la mort pour bien sûr réussir à exploiter les innovations des chercheurs marocains. Je ne vais pas vous faire l'historique, mais le Maroc, ça fait longtemps et ça a commencé avec Maroc Digital 2030, bien sûr, en 2018, mais il essaie d'avancer et d'apporter une couche qu'il y a sur cette stratégie. Bien évidemment, 3 couches sont importantes: l'infrastructure, la capacité, les talents et les usages, c'est-à-dire les algorithmes et les applications. On a au Maroc énormément d'atouts quand même. Il y a Pinardi, il y a les bourses PASS, il y a les bourses d'excellence, il y a Maroc Digital 2030 avec des ambitions intéressantes pour 2027, 22 500 diplômés en IA. Des nouvelles filières très proches de l'IA, cyber, cloud, presque 183 filières. On a énormément de subventions. Alors après, ça reste bien évidemment limité. Je vous invite à lire le rapport pour comprendre. Jazari Route est une composante très importante pour mettre en place cette stratégie IA. C'est à l'image des différents instituts IA à travers le monde qui, avec l'objectif de développer une IA et de franchir cette vallée de la mort, il faut quand même voir ce qui existe à travers le monde. Donc, énormément d'autres exemples. Je peux citer par exemple Fraunhofer Institute of Technology en Allemagne, Catapult au Royaume-Uni,
Astar à Singapour, DARPA aux États-Unis, Yosmar Israël et INRIA par exemple en France. Peut-être celui qui nous intéresse, nous, dans notre cas le plus proche, c'est peut-être soit Fraunhofer Institute ou Astar, parce que justement, il permet de dépasser cette vallée, de passer d'un TRL de 2 à 8. Et donc, le plus important, c'est d'essayer d'apprendre ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, et évidemment, en les adaptant à notre ressource limitée. Bien évidemment, il y a le pilier AI Made in Morocco, avec plusieurs initiatives. Notre écosystème, on va dire, de business est bien structuré, on va dire, il est en structuration avancée. Le problème, c'est que ce qu'on a identifié, c'est que énormément de deep tech sont essentiellement numériques. Moins encore deep tech, il y a peu de deep tech encore. Nos entreprises se basent très peu sur les brevets de recherche, les brevets, les recherches, la propriété intellectuelle, etc. Et il faut dire aussi qu'on a 0 licorne technologie marocaine sur 9 en Afrique, sachant que aussi les 9, plus de 5 sont essentiellement financières. Bien évidemment, alors, on a identifié sur cette étude plusieurs possibilités à travers la comparaison et quelques actions qu'on va mener. Je vais vous laisser le soin de lire ces recommandations ou ces comparaisons. Je termine par ces 5 recommandations. Donc, 1, allouer les ressources humaines aux infrastructures déjà installées, parce que ce qu'on a identifié, c'est que malheureusement, parfois, vous avez, c'est la discussion que j'ai eue il y a 3 jours avec un vice-doyen, on a mis un data center, mais il y a peu de monde pour l'utiliser et il n'est pas accessible. Les gens ne savent pas l'utiliser et ils ne sont pas formés pour l'utiliser. Donc, le Maroc, c'est très bien, il avance très bien en infrastructure. Maintenant, il faut ne pas oublier les ressources humaines dans ce sens-là. Massiver les programmes de formation IA aux 4 niveaux, on a plusieurs niveaux. On a aussi le niveau citoyen, il ne faut pas l'oublier, le niveau professionnel, le niveau ingénieur-chercheur, structurer la mobilisation de la diaspora marocaine, ne pas oublier que s'il y a fuite, là je passe à ce slide, s'il y a fuite, et c'est une fuite réelle parce qu'on est très bon, alors on ne va pas se jeter des fleurs, mais les Marocains en général sont très bons techniquement, quand ils arrivent, vous les voyez à travers le monde dans de très bons postes. Là, il faut considérer cette diaspora comme une extension des ressources qu'on a déjà ici. Donc si on a aujourd'hui à peu près 30 000 enseignants-chercheurs, il faut trouver le chiffre exact, on a une estimation de 32 000 cadres supérieurs, chercheurs et R&D marocains à travers le monde. C'est une manne énorme, il faut l'exploiter, il faut essayer de créer des liens avec eux pour, même s'ils restent là-bas, qu'ils soient force de proposition et d'initiative pour le Maroc. Construire une région cloud souveraine au Maroc, donc petit à petit mettre en place une gouvernance opérationnelle de Jazarou. Le plus important dans nos initiatives d'IA, c'est la gouvernance. Il ne faut jamais oublier la gouvernance. On a beaucoup d'initiatives, même par exemple pour l'évaluation de la recherche qu'on a identifiée hier. Il y a une structure d'évaluation de la recherche, mais malheureusement, la gouvernance reste à améliorer. Je ne vais pas oublier, on n'a pas oublié dans ces études la cohésion sociale, l'impact social de l'IA. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites sur les keynotes hier, à travers, en tout cas, très intéressantes. Il faut faire attention à la mutation des emplois. Il faut faire attention à la crise de vérité. Donc, comme a dit M. Amara hier, les gens aujourd'hui croient à l'IA, mais oublient qu'il y a de la désinformation, des deepfakes, des hallucinations. L'IA n'est pas encore au point. Il ne faut pas non plus oublier l'éducation. Donc aujourd'hui, et on est dans un lieu d'éducation universitaire, il faut apprendre à apprendre, c'est exactement le mot qu'a dit M. Erdogan Bouchan. Il faut réapprendre aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel enfant répondre l'exercice, il prend la photo et l'envoie à ChatGPT pour donner les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement continue à faire son effet d'enseigner? Est-ce qu'on apporte de l'information? Il faut
questionner la capacité ou le passage de l'information ou le raisonnement. Est-ce qu'on n'est pas en train de menacer la capacité de raisonnement de nos enfants quand on leur permet d'accéder directement à ça? Quelles sont les choses qu'on va laisser à l'automatisation, à l'IA, et quelles sont les choses qu'il faut absolument les apprendre à nos enfants? Il faut faire très attention à ça. Le Maroc est submergé par l'utilisation de l'IA dans tous les niveaux de l'enseignement, et ça c'est une vraie menace à laquelle il faut penser. Et on a identifié que cette question est très peu quand même invoquée dans la stratégie IA 2030, et c'est un point central à mon sens, à notre sens. Voilà, merci beaucoup. Donc je tente plus tard. Le véritable défi de Maroc IA 2030 n'est pas de construire une intelligence artificielle plus puissante, il est de construire une intelligence artificielle plus utile au développement humain, plus utile au Maroc et à sa région, et plus utile aux générations futures. Merci Salim. Très belle phrase pour finir votre intervention. Donc comme je disais en introduction, c'est un travail de plusieurs dizaines d'heures. Je tenais à remercier, à féliciter Sehim Dazor qui l'a piloté et l'ensemble des personnes de Moukin qui ont contribué. Maintenant, on va passer du coup au panel. Et je vais vous demander de faire un effort important, s'il vous plaît, de synthèse, puisqu'il ne nous reste pas malheureusement beaucoup de temps, et j'aurais voulu en 20 petites minutes pouvoir restituer l'ensemble des travaux. On va commencer avec Sensordin, qui a coordonné les différents panels. Donc, je vous rappelle qu'on en avait 4. Sensordin a participé activement à piloter déjà la partie coordination des différents panels et à piloter la sélection et les échanges avec les différents panélistes. J'avais plusieurs questions pour vous, Sensordin. La première, c'est comment on a choisi les sujets, les panélistes déjà, pour commencer. Et puis j'en ai une seconde juste après. Je vais juste, avant de répondre à ta question, cher Haytham, de rappeler l'objectif de Moukin Days. L'objectif, c'était de connecter le monde académique, le monde de l'entreprise, les institutions et surtout nos talents autour de la stratégie IA 2030. Et à travers donc, cet objectif-là, on a on a mis en place un process et une démarche pour, dans un premier temps, déjà sélectionner les thématiques. Les thématiques, comme vous l'avez dû le voir sur les 4 panels, on retrouve l'apport des Marocains du monde dans la révolution numérique dans l'écosystème marocain, l'innovation et la compétence académique, et puis les 2 sujets majeurs qui nous préoccupent beaucoup, à savoir l'IA et la cybersécurité. Alors, en termes de process, après avoir choisi les thématiques, on a cherché à recruter des profils, et on a passé énormément de temps en recrutement, et on a essayé d'être complémentaires. Enfin, le choix des intervenants, c'était déjà géographiquement essayer d'être représentatif par rapport aux Marocains du monde. Vous avez bien constaté qu'on a un peu partout, des États-Unis, de France, Norvège, Russie, un peu partout. Et puis, à l'intérieur de panel, on a essayé de répartir le sujet en fonction de chaque dimension, que ce soit innovation, IA ou cybersécurité. Donc, un petit point de remerciement pour les personnes qui ont participé sur cette partie panel intervenant. Donc c'était un travail acharné je dirais même pas d'heures, mais de jours, pendant des mois. Et puis remercier surtout l'UIR à travers Mohamed ou Wassim de nous avoir accueillis et facilité cet événement. Et puis surtout aux intervenants d'être rendus disponibles et faire des milliers de kilomètres pour être présents parmi nous et faire des prestations de qualité. Et puisque je commence à entendre depuis ce matin, je pense qu'on peut dire que l'événement est réussi parce qu'il y a déjà de conventions et de partenariats de prévus entre plusieurs partenaires et plusieurs acteurs, que ce soit académiques ou privés. C'est un petit peu sur l'organisation, une fois qu'on a défini nos activités, comment ça s'est relié tout ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts là-dessus.
Oui, alors, après avoir organisé, constitué les panels, en fait, on a un objectif derrière, et pour lequel on va tout de suite passer au rétexte. On a des recommandations qui vont faire l'objet d'une formalisation documentaire. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais ça sera du concret, élaboré, et tout ce qui a été dit sera retenu et travaillé et produit par la suite peut-être des séminaires et avancer sur les différentes thématiques. Merci Sensardé. Votre commentaire me fait penser à l'intervention de Cédric Ghazami hier, président du CCME, et qui mettait en avant deux besoins importants, celui de l'humilité, de l'écoute de la part des Marocains du Mans, et le second, celui du factuel, et de pouvoir sortir avec des choses concrètes de ce type de séminaire. Et c'est quelque chose qui, avec toutes les équipes Mumkin, nous avons vraiment souhaité qu'il fasse partie intégrante de l'ADN de Mumkin. Et c'est pour ça que dans l'équilibre dont parlait Sensardé, nous avons aussi veillé à ce qu'il y ait une part importante aux Marocains du Maroc. Parce qu'on ne peut pas travailler tout seul depuis l'étranger, parce qu'on fait partie du même écosystème marocain, et que nous souhaitons construire avec les Marocains du Maroc et avec les Marocains du Maroc ensemble. Donc voilà, merci pour la restitution de la partie coordination. Maintenant, on va passer au panel, et je vais poser deux petites questions à chacun des panels. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les thématiques abordées dans le panel, et ensuite donnez-nous, s'il vous plaît, 3 recommandations. Allez, vous avez une petite marge d'une supplémentaire, j'ai une petite demande d'interrogation. Recommandations, de façon à ce que ce soit les recommandations majeures, et je le rappelle, il y aura quand même un travail de restitution écrite qui sera exhaustif, où vous aurez l'ensemble des recommandations. Là, on cherche vraiment à mettre en avant ce qui sort le plus. Je commence par le panel 1 avec Semhoui. Salam alaikum, marhaban, j'ai un petit read-out du panel 1. On a abordé le thème principal du MRE et son rôle exactement dans la révolution numérique au Maroc. On a abordé 3 tops, ou bien 3 thèmes. Le premier, c'était d'un point de vue stratégique, quel est le rôle des MRE dans la transformation numérique du Maroc. La question principale était dans ce thème-là, c'est plus comment mobiliser l'expertise, les réseaux internationaux et les expériences des Marocains du monde pour accélérer l'innovation et le développement numérique. C'était le thème numéro 1. Le thème numéro 2, c'était plus sur les compétences, les talents et le transfert de connaissances. Et la question principale était comment renforcer les échanges de savoir entre les écosystèmes internationaux et le Maroc, développer aussi les compétences en intelligence artificielle, data, cybersecurity et préparer les talents de demain. Le troisième, c'était un mix entre l'entrepreneuriat, l'investissement et la création de valeur, comment transformer les compétences et les idées innovantes en start-up, projets technologiques et partenariats créateurs de valeur pour le Maroc. Le dernier topic, c'est plus la gouvernance numérique, la souveraineté technologique. On a bien approfondi les discussions hier sur ce top-là. Et la confiance, comment construire un écosystème numérique sécurisé, responsable et résilient, basé sur une bonne gouvernance des données, la cybersécurité et les partenariats stratégiques qui sont importants. Tu veux que je donne les recommandations aussi? Le résultat, il y avait beaucoup de recommandations et je vais prioriser 4, si ça me permet. Le premier, c'était surtout sur le top 1, le rôle, mettre en place un mécanisme national structuré de mobilisation des compétences marocaines à l'étranger afin de transformer l'expertise internationale des MRE en partenariat, projet numérique et initiatives concrètes au service du développement de notre pays, le Maroc. La deuxième recommandation, c'est créer, surtout au niveau talent et transfert de connaissances. La recommandation, c'est la
comment créer des programmes durables, le transfert de compétences associant le diaspora, universités, entreprises et institutions, notamment autour des domaines prioritaires comme l'intelligence artificielle, data, cybersecurity et les technologies émergentes. Troisième top, recommandation, renforcer l'écosystème d'innovation marocain en facilitant les collaborations entre startups. C'est un topic qui est important, qui a été bien abordé hier. Grands groupes, les investisseurs et experts MRE, notamment à travers des mécanismes d'incitation à un meilleur accès à la commande publique innovante et les programmes d'accompagnement et l'internation. Dernière recommandation, c'est comment accélérer, point de vue de gouvernance, comment accélérer la mise en place d'une gouvernance nationale de la donnée et de la cybersécurité permettant de garantir une utilisation responsable de l'IA, renforcer la confiance numérique et assurer la résilience des systèmes stratégiques du Maroc. Merci, c'est Mohamed. Donc, même question pour le panel 2, et je donne la parole à Nadia Arab. Salam alaikum. Donc, le panel 2, on a parlé de 3 volets. Donc, la formation de compétences et en innovation et gestion de projet. Et la conclusion, en fait, c'est la première action qu'on peut proposer, c'est intégrer l'entrepreneuriat, l'innovation et la gestion de projet dans le cursus universitaire. On a parlé aussi comment on passe du recherche fondamentale vers le transfert de technologie. C'est accompagner les chercheurs dans la maturation de leur projet jusqu'à la commercialisation. Le scientifique, il fait de la recherche, mais il ne fait pas de commerce. Donc, il faut vraiment un accompagnement. Troisième volet, c'est la gouvernance. Moi, je parle de la bonne gouvernance, financement et exécution. Il faut accélérer. On ne peut pas attendre. Par exemple, vous avez le projet. Donc, il faut absolument il ne faut pas attendre 5 ans, parce qu'après, c'est demandé. Donc, l'accélération de la mise sur le marché des innovations, augmentation de l'investissement privé dans la recherche. Voilà. Merci. Merci, Nadia. I will switch in English for the coming panel. Maybe just a small word concerning the implication of the International University of Rabat. The presence of Mr. Wassim with us is a kind of recognition and also special thanking for you for all the support you gave us for this Mumkin Days, and we hope it will be just the first one for many that we'll organize together here and also outside Morocco, why not? So thank you for all. So same questions for panel 3. What were the major subjects maybe treated by the panel, and also some of the recommendations that you could share yesterday? Thank you. So thank you, Aitam, and Edith Lord. We are very happy to welcome you here at UIR, and we're very impressed by the organization and all the work that has been done on this event, and we are very happy with the results. That we are here in the restitution and the quality of all the different panels that were there, the keynotes and the use cases that were presented this morning. So really thank you also for all you did to organize this event. So the panel of yesterday was titled AI Readiness, Competitiveness and Impact. So we first had several discussions and debates about readiness. So when we say readiness, it's what does it mean to be ready for AI? To explore it towards different, I would say, dimensions. The first one was for organizations and, for example, teaching institutions. And we said that it was the intervention of Professor Goulmer, that in order for an organization to be ready, you need to look at it from all the different stakeholders of the institution, and you need all these stakeholders to be trained on AI and what is the correct usage of AI. Because the goal is not to, I would say, ban the usage of AI because there may be some risks or misusage, but you need to kind of regulate it in a way that allows you to have an added value for the organization. And for this, you have to involve everyone, and you have to create a committee, as Professor Goulmer said, and create
like a kind of constitution of the, like une charte for how to correctly use AI in the organization that has input from everyone. And this document needs to be a living document in the sense that each time there are new things that arrive in AI. As we saw yesterday, at some point there were a lot of discussions about prompt engineering, and then we said prompt engineering now is kind of going out of fashion. Now there is agentic, there is orchestration, there are always new things that are happening in the landscape of AI. So we need to adapt, and so that was, I would say, one of the main discussions was about this, I would say, governance in a way of the AI in organization. The second topic was about infrastructure, and there were here again several debates. There are, as we said yesterday, I would say, for example, in the US, in Europe, there are a lot of investments that are going towards these mega data centers that use a lot of resources in terms of compute, in terms of energy, in terms of like water for cooling and things like that. And we debated if this is the good direction to do in Morocco. Like, in order to be AI ready in Morocco, do we really need these mega data centers, or should we follow our own, I would say, path in this direction? And so, through the debates, I think we agreed at the end that we need a kind of sovereign AI, and we cannot do what the other do. We don't really need Moroccan ChatGPT with all the mega data sensors and everything, but we can maybe go towards like more small language models, specialized models that answer really the needs of our country, and where AI can have a good added value without needing all the resources. And we talk a lot about this low resource AI, edge AI, and I would say also like the skills that are needed to do this. So my colleague from IBM said like you need to learn compression of models, the pruning and things like that. All ways that allows you to have efficient AI. And the last topic was about the how do we evaluate the impact of AI on organizations. And there were debates about several companies that invested a lot in AI, and at the end they realized that they either lose money or like there is no return on investment. And so the debate went about how do we really evaluate this usage of AI. Discuss about some I would say bad KPIs, like the number of tokens that are used per employee, which leads to some waste of computation. And I think at the end we arrived to the conclusion that we don't really need AI for everything. In order to really have a good impact for AI in a company, we need first to study, do we really need AI? And then if we need AI, in what scope? Like really, before, like instead of going in the hype that AI can solve everything, we need to do a little study before we really apply it. And when we really find that, okay, this is a part of our business process where AI can really have an added value, then we can start working in it, but in a targeted way. And I think also there was another conclusion that we don't need LLM for everything, but for this targeted parts, maybe we can do like traditional machine learning, deep learning, and there are a lot of AI is a very broad word that includes a lot of technologies, and we shouldn't limit it only in the ones that have the biggest, I would say, hype currently. And so I think I mixed the recommendations with, but yeah. So basically, it was these three things. And to summarize, I think maybe in one sentence is that I think there is a hype,
we shouldn't ban AI, we should maybe regulate it with good governance that involves everyone. We should not use always AI as the solution for everything. We need to study it before applying it and use alternatives, not necessarily LLMs, but things that are more low cost and can have, with lower cost, more impact. Thank you. Thank you very much for this complete feedback. So we'll switch to French. Donc pour le panel 4, je vais donner la parole à Serge Lotef et Ilham qui vont nous présenter du coup la même chose, donc les sujets abordés et puis quelques recommandations. Concernant donc les sujets abordés, on a pensé donc à la sécurité, le risk management et la cyber-résilience dès la conception d'un produit, ce qu'on appelle by design. Deuxième, ça concerne la donc on a échangé, on a parlé notamment même pour le panel 3 sur la gouvernance et la donnée. Donc en fait principalement la cybersécurité et la gouvernance d'IA avant tout reposent sur la gouvernance de la data. Et donc en fait on sait que plusieurs organisations galèrent par rapport à la mise en place d'un data governance model. Donc, et on sait très bien que la data c'est la source pour développer des modèles IA. Donc en fait, la sécurité ici joue un rôle très central dans la protection du cycle de vie de la donnée, donc qui est la source essentielle, en passant par la data classification, data lineage, data quality, data observability et data security. Donc ils sont vraiment qui est indispensable avant de penser à construire le modèle. Deuxième recommandation concerne principalement la certification à la chaîne de confiance. Donc en fait, comme vous savez, donc nous faisons confiance à Internet grâce au PKI, Public Key Infrastructure. Et notamment quand on se connecte en fait à un navigateur, donc il vérifie automatiquement le certificat qui est valide. Et dans le cas de l'IoT, donc par rapport au projet de recherche, il faut le valider dans les deux sens. Donc il devient nécessaire de mettre en place en fait une chaîne, un processus de certification pour l'ensemble en fait de la supply chain en fait des modèles IA, ce qui existe en fait pour les PKI ou les serveurs web, et afin bien sûr de renforcer la chaîne de confiance et bien sûr ajouter effectivement cette notion de révocation si effectivement le certificat il a été révoqué dans toute en fait de toute la chaîne en fait de l'IA ou du modèle IA. Troisième point, c'est la partie compétences et notamment les cyber range. Donc on a eu l'opportunité d'échanger avec des personnes qui gèrent des labs en fait au sein de l'Université internationale de Rabat. Et donc en fait la montée en puissance de l'IA elle exige effectivement une double compétence en cybersécurité et en IA. Donc en fait une meilleure maîtrise de l'IA au service de la cybersécurité et la cybersécurité au service de l'IA. Donc notamment, les personnes qui font de la cybersécurité, ils savent en fait ce mindset en fait attaque-défense qui est très important en fait à mettre en place quand on gère des solutions de ce type. Et bien sûr, pour la partie justement compétences, en fait, il faut passer par ces partenariats privé-public. On a parlé justement du projet de recherche en fait AI Edge, qu'effectivement il faut qu'on passe en fait de la phase prototyping à la phase industrialisation. Et donc on a besoin justement du sponsorship des industriels pour industrialiser et mettre en place en fait le produit final. Et donc en fait par rapport à cette compétence, à cette formation notamment dans la cybersécurité, il serait très important de mettre en place des labs en fait pédagogiques, notamment à mettre en place des plateformes de pentesting, mais aussi des cyber range, donc permettant vraiment de simuler des attaques réelles. Et donc pour conclure en fait, ce que je veux dire c'est que la réussite de cette transition en cybersécurité à l'ère de l'IA en fait elle repose sur 3 piliers. Donc le premier c'est les compétences multidisciplinaires en cybersécurité et en IA, un modèle de gouvernance de l'IA qui repose sur la data governance, et puis une approche collaborative portée au niveau stratégique au-delà des seuils RSSI et DSI. Je vous remercie. Merci. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité et la synthèse, l'effort de synthèse fourni. Je sais que c'est jamais facile de faire l'exercice avec des panneaux aussi complexes techniquement ou qui rentrent dans des détails technico-opérationnels. Arriver à restituer en 2-3 minutes, c'est pas facile, donc merci d'avoir fait l'effort. Pour peut-être finir cette partie-là, comme toute belle chose a une fin, les Monkey Days touchent à leur fin.
Je vais passer la parole à Serma pour une conclusion, mais avant cela, si je devais résumer ces 1 jour et demi, j'ai vu beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur dans la préparation d'abord de l'événement, dans les travaux préparatoires en termes de documentation, de recherche, de synthèse, de préparation de panels, de coordination entre panélistes, de recherche de complémentarité géographique, linguistique, en termes de compétences et en termes de spécialité. On avait aussi un bel équilibre, je trouve, je tenais à le souligner, entre académique, monde académique, universitaire, monde de l'entrepreneuriat et puis de l'expertise salariée. On a besoin des trois et il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à co-construire des choses. L'autre mot, c'est la confiance dans la préparation, dans les échanges, la confiance dans les jeunes qui sont là, qu'on espère voir un jour à nos places en train de nous montrer de belles choses dans l'IA ou ailleurs. Et puis un dernier mot aussi sur le fait que c'est 1 jour et demi, on nécessitait un effort important, peu d'heures de sommeil pour un certain nombre de personnes, même si c'est pas forcément très visible. Et puis on est quand même globalement très content du résultat et espérant que ce soit une première et qu'il y en ait d'autres. Un dernier mot sur l'implication des uns et des autres, et notamment nos panélistes. Je vois des gens qui étaient censés participer dans les panels hier revenir ce matin, certains avec leur famille, certains donc voilà, qui prennent sur leur temps aussi pour être là, et ça montre le niveau d'implication non seulement de Momkin, de l'UIR et des partenaires. Je vois aussi bien Vision qui sont encore là, qui sont un partenaire important pour l'événement, mais également l'ensemble des panélistes qui ont fait plus que ce qu'ils auraient pu faire. Donc je tenais ici à vous remercier tous. J'appelle... oui, tout à fait. Donc, le remerciement sera fait de façon exhaustive par Omar. Peut-être un petit mot, c'est Omar Morabet, et après j'appellerai aussi Mohamed Malf pour prendre la parole. Merci à tous. Je pense que je peux vous libérer. Comme ça, je vous laisse la place à Omar et peut-être à Mohamed Malf. Plutôt. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai rien préparé, c'était pas prévu. Moi non plus. المهم تنشكر يعني المجموعه ديال ممكن كامله على هذا لو طرافاي اكستراوردينير اللي داروا، وتنشكر حتى لي كوليك ديالي ديال اليوير، وتنشكر الحاضرين كاملين اللي تعبوا وجاو من بعيد وجاو شاركوا في هذا المؤتمر هذا اللي تنعتبروا انا ناجح، لان بزاف المؤتمرات غير تيبداو الناس يتفرقوا، يعني حنا باقيين تقريبا هنايا واحد 80 واحد تقريبا. فتنشكر كاع المنظمين، السي عمر والسي نصر الدين والسي محمد ديال سيسكو والسي احمد والسي يزيد ياك اللي جا من جوجل، والاستاذه كوثر اللي جات من امريكان، وباش وكل المجموعه تنشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. سمح لي الحلق ديالي شوية ضرب لي البرد والصيف. Alors, c'est vrai, Momkin Days version 2026 arrive à sa fin. On aurait bien aimé donc rester encore. On aurait bien aimé finir avec une soirée ou le 21. Vous savez, en France, on a la fête de la musique qui commence le 21 avec le début de l'été. Donc on aurait aimé faire ça, mais si je dis ça, c'est que on peut toujours faire mieux. Au sein de Momkin, quand j'avais commencé cette idée, quand j'avais travaillé avec certains de mes collègues qui sont maintenant dans Codir. Je me rappelle, un jour, on s'est rencontrés, mais en 2019, à l'hôtel Parc de l'OFS.
Il était encore prof à Fès, moi j'étais à Paris, on avait discuté de cette idée qui a émergé petit à petit. Mais avant de parler un petit peu de Mumkin, des Mumkin Days, il faudrait que je remercie des personnes sans lesquelles cet événement n'aurait pas pu se faire. Et si nous sommes aujourd'hui à l'UR, et si j'avais peut-être des contacts avec M. Snourdin Mouadib, le président de l'UR, à travers mon ami et le président du CCME, c'est Driss Les Amis qui nous a soutenus. Mais l'homme de la situation et sans lequel on n'aurait pas pu faire cet événement au sein de l'URCC, c'est Mohamed Bloumal. Je vous demande de bien sûr, c'est Mohamed a su mobiliser toute une équipe qui a travaillé avec nous. Nous avons organisé ça avec l'aide de Nasreddin, qui est donc le responsable du pôle éthique au sein de Mumkin, avec l'ensemble. Donc je ne vais pas citer chacun au sein du CODIR, mais il y avait Sehmed, Saad Latif, Nadia, Majda, bien sûr quelqu'un que j'adore beaucoup, et qui travaille, qui parle pas beaucoup, mais vraiment, vous avez remarqué même quand il a dirigé leur texte, il était efficace, c'est un casse-mort. C'était un plaisir. C'est un travail d'équipe. Si aujourd'hui il y a ce résultat, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est Mehdi qui nous a préparé la vidéo d'introduction, qui nous a surpris. Et non, mais Rizdan, il est là, je ne vais pas l'oublier. Nadia me dit attention, il ne faut pas oublier Rizdan. Non, mais Rizdan elle est là. Et en plus, ils sont à la Moussamma. Voilà, donc tu vois, Nadia, tu me perturbe tout le temps avec la remarque. Et Nadia qui nous a permis en fait avec ses contacts, surtout avec parce que Nadia, je connais son papa, j'étais chez eux à Meknes, son papa est un colonel des armées, et c'est grâce à elle que nous avions pu avoir 3 généraux avec nous, un colonel et d'autres personnes qui ont assisté à cette événement. J'espère ne pas avoir oublié personne. Mais Mumkin Days, Inch'Allah, ça va continuer l'année prochaine au Maroc. Il y aura d'autres événements, bien sûr, à l'étranger. L'année dernière, c'était à Paris. Nous aimerions le faire dans d'autres pays, peut-être les États-Unis, peut-être le Norvège ou autres, sur des thématiques d'éthique, mais aussi sur d'autres thématiques, parce que vous savez qu'au sein de Mumkin, nous avons 9 pôles d'excellence. Et les 9 pôles d'excellence, on peut les subdiviser aussi. Voilà. Mais il ne faudrait pas que j'oublie de remercier nos intervenants. Franchement, nous avons eu la chance d'avoir des personnes qui ont pris l'avion, qui ont traversé tout l'océan pour venir et assister avec nous. Doctora Mariam Kautar, Sidi Yazid, qui vient de Seattle et qui a fait un effort personnel et même financier pour venir avec nous. Doctora Lala Asma Alaoui, Houda, Serdouane et non. Je vais citer des Rossimiès parce que c'est sûr que je vais oublier des noms. Je ne peux pas citer tout le monde.
quand je fais le remerciement, je remercie, mais je choisis en particulier donc certaines personnes que je remercie. Bien sûr, Mahmoud Chilari, qui est mon collègue, ça c'est 2010, il faut remercier Mahmoud. Mahmoud, je le vois tous les jours à Thalès. On peut aller manger ensemble. Voilà. Donc, donc je remercie tout le monde. J'ai tenu à respecter certains engagements au sein de Momkin. Parce que Momkin, c'est un forum avec des valeurs, avec certains respects et avec des engagements. Parce que nous travaillons pour notre pays. Et le leitmotiv, c'est un engagement pour notre pays sans attendre de retour. Nous ne cherchons pas du business. Le business peut arriver en parallèle, mais ce n'est pas notre leitmotiv. Nous ne cherchons pas à avoir des relations. Et d'ailleurs, le forum, j'ai choisi donc d'être apolitique. D'ailleurs, moi-même, j'ai été encarté dans un parti politique, j'ai démissionné il y a longtemps, et j'ai eu des propositions. Vous savez qu'il y a des élections qui arrivent au Maroc, et je n'ai pas voulu être avec un parti politique de telle manière, en fait, à garder cette indépendance, parce que pour moi, Momkin, c'est un forum qui regroupe les experts et l'élite marocaine à l'étranger, et n'importe quelle personne, quel expert qui veut travailler pour le Maroc, aussi, vous avez remarqué que dans chaque panel, il y avait une femme. Et ce choix-là est assumé. D'ailleurs, si vous avez remarqué, le panel 6, il y avait 7 personnes et non pas 5. لا سمح لي غير لا قطعتوني كل مره je vais pas pouvoir donc et donc sur le panel, le 4e panel, donc nous avons rajouté Ilham, que je remercie, parce que je tenais à avoir une femme dans chaque panel, d'accord. Et bien sûr le panel 3 qui a été brillamment dirigé par Islam, que je remercie. Je n'oublie pas de remercier aussi les sponsors. Alors quand je dis sponsors, il y a le CCME, c'est des amis en personne, avec qui nous avions fait une rencontre à Paris, à Rabat, à Paris encore, sans lequel franchement son soutien ما كانش ممكن يديروا ممكن ديس. aussi la fondation Hassan II اللي عطاونا المركز ديالهم في قنيطرة. Bon, il n'est pas 5 étoiles comme certains voulaient l'être au sein du CODIR Momkin, parce que mais il y avait un enjeu et il y avait, on va dire, ça nous a permis de se connaître, de se rencontrer, de discuter, etc. Mais, Inch'Allah, la prochaine fois, on essaiera d'avoir des sponsors qui ont de l'argent et qui peuvent nous avoir des hôtels à la hauteur de la qualité de nos intervenants. Parce que c'est vrai que j'ai un intervenant top, sauf chez Hajar qui n'est pas top. Nous sommes conscients. Et donc il y a un décalage. Le décalage, كتبدا في الاول كتحبو من بعد عاد كتوقف على رجليك. انا كنعتقد بان ممكن حاليا ربما كنوقفوا ونتعثروا، وهذه هي الاولى في المغرب. دونك غيكون je remercie aussi donc nos partenaires, les entreprises qui nous ont soutenus, Vision ou Sermat Sobhi, qui est là, qui est donc le responsable de l'entreprise, qui nous a soutenus. Et bien sûr, les autres partenaires, notamment donc, les Kénines, les Flyer. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié personne. Maintenant, vous pouvez me chuchoter la cachette, mais j'ai lost.
Alors, je vous invite soit à aller consulter le site web d'El Momkin, soit pour y adhérer, pour ceux qui répondent aux exigences de Momkin, parce que nous sommes exigeants, tout simplement parce que nous voudrions que Momkin, bon c'est vrai que le mot Momkin, donc Momkin est réservé aux experts marocains résidant à l'étranger, mais avec une dose d'experts venant du Maroc, parce que بغينا ديك التلاقح اللي يكون بين مغاربة العالم ومغاربة الداخل مستوى عالي. احنا ما عايشينش في جزيرة برا، وما يمكنناش نعرفوا المغرب. انا ما يمكنليش نعرف المغرب واللي واقع في المغرب بحال السي محمد ولا بحال السي وسيم ولا دونك نو افون بيزوان فيت دان ميغوار من الداخل، وهذا المرآة من الداخل هي ديك لي زاديرون اللي باغيين لنا من الداخل، ديك واحد 20% que nous avons mis comme يعني اللي خصها تكون ممكن. Donc si vous avez un bac plus 5, si vous avez un bac plus 3 avec expérience, si vous êtes des doctorants, si vous êtes des étudiants, vous voulez adhérer, مرحبا بكم. هذه الأولى. Donc pour y adhérer. Si ممكن ما عجبتكمش وكتقولوا هذا ممكن ماشي ممكن، هذه الحالة هذه من الممكن باش ديروا لنا ملاحظات على ممكن. Donc bienvenue pour vos remarques. Bienvenue pour tout ce que vous pourrez donc émettre comme remarque. وحنا القلب ديالنا مفتوح لأن بالنسبة لنا يعني on sait que الإنسان ابن آدم خطأ حتى في الدين. إذا في هذا المجال هذا بطبيعة الحال ما كاينش il n'est pas d'absolu. المسألة ما كاينش حاجة مطلقة في الحياة. Tout est relatif dans la vie. Et donc هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هو nous sommes conscients que nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Qu'il y a d'autres associations qui peuvent faire comme nous ou mieux que nous. Là, on est là pour apprendre. ولكن pour moi et pour l'équipe dirigeante de Momkin, c'est que nous avons peut-être واحد يعني علامة بيضاء ولا شامة بيضاء نقولها باللغة العربية لأن اللي مجمع ونقولوا بأن هذه الشامة البيضاء هو أن يعني الناس ديال Momkin خص يكون عندهم واحد التميز، une excellence. والتميز بطبيعة الحال في الاكسبرتيز، بطبيعة الحال في la connaissance, بطبيعة الحال bien sûr في الدبلوم اللي ça va de soi, mais aussi par leur comportement, par leur façon de faire, par leur façon d'être, par leur façon de communiquer avec les autres. On ne prétend pas être les meilleurs, on est humble et on parle. Moi, en tant que président de Momkin, plusieurs fois je dis à Saroutif, Sansardine, Sahmed, أنا peut-être je dirige Momkin, ولكن كنتعلم أي واحد وكنتعلم أي واحد. Et ça, nous avons soif d'apprendre وكنتعلموا يعني من المهدي للحد. راه غير ماشي كلام ولكن تكون حقيقة على أرض الواقع. كاين جوج ديال الحوايج اللي ما عنديش نساهم، هو دو بارلي دو لا plateforme qui va être présentée Inch'Allah et sur laquelle on va travailler, mais il y a aussi l'étude qui a été faite sur la stratégie 2030 et sur lesquelles donc nous attendons vos remarques. طبعا عليكم ما كاينش كسكسو ولكن كاين واحد بوفي مرحبا بكم، اللي بغى يعرضنا كسكسو مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.